Bonsoir. Je suis heureux de vous retrouver sur ce plateau pour cette soirée spéciale des enquêtes impossibles consacrée à des criminels dont la perversité n'a d'égal que la violence, les prédateurs sexuels. Voici tout de suite le sommaire de cette soirée. Nous sommes au début de l'été 1996, à Plaine Fougère, un petit village situé au nord-ouest de la France. Au milieu de la nuit, la petite Caroline Dickinson est violée, puis assassinée par un rôdeur dans l'auberge de jeunesse où elle séjournait. C'est une jeune fille qui est tuée au milieu de ses amis, dans la même chambre. On retrouve des traces d'ADN. Quand j'arrive, j'ai un ADN parfait. Dès qu'on a une personne, on ne peut pas se tromper. Et le problème, qui ? Voilà. Les enquêteurs français vont devoir se surpasser pour arriver à mettre un nom derrière l'assassin de la jeune fille. De nombreuses années auront été nécessaires aux enquêteurs pour écarter les fausses pistes, confondre les assassins et faire enfin la lumière sur une enquête qui semblait impossible. Commençons sans attendre avec l'affaire Caroline Dickinson. Et voici tout de suite cette terrifiante histoire. Les faits se déroulent à Plaine Fougère, dans le département de l'Ille-et-Vilaine, près du Mont-Saint-Michel et Saint-Malo. Cette région attire de nombreux touristes qui viennent des quatre coins de l'Angleterre pour profiter des nombreuses activités qu'offrent les abords de la Manche. En juillet 1996, 40 jeunes Anglaises accompagnées de 5 professeurs sont venues de Launceston, dans les Cornouailles, pour séjourner dans l'auberge de jeunesse située au centre du village. Nous sommes à la veille du retour, et le lendemain, les jeunes filles et leurs professeurs vont devoir rentrer, et comme le veut la tradition, une petite fête est organisée au sein de l'auberge. Il y avait de la musique, elles ont dansé, elles se sont maquillées, enfin ce qu'on peut imaginer chez des jeunes filles de 13 ans et demi, 14 ans. Caroline Dickinson avait demandé à ses professeurs, pour la dernière nuit, de changer son matelas de place et surtout de dormir avec des camarades. C'est la raison pour laquelle elle s'est retrouvée dans la chambre numéro 4 pour cette dernière nuit. À la nuit tombée, sur les coups de 23 heures, un des enseignants encadrant le groupe de jeunes filles leur demande de couper les lumières. Il est temps de dormir car demain, elles doivent se lever tôt pour repartir en Angleterre. Caroline et ses amies, Anne, Mélissa, Camilla, Jenny, s'endorment dans la chambre numéro 4 d'un sommeil profond. Le 18 juillet au matin, vers 8 heures, Anne est la première à se réveiller. Ses camarades se lèvent à leur tour, sauf Caroline qui reste immobile. Les premières jeunes filles qui se lèvent constatent que Caroline ne bouge plus. Elle est toujours bien évidemment sur son matelas, mais dans son sac de couchage. Sa culotte a été enlevée. Visiblement, elle a été étouffée. Donc c'est évidemment le choc, l'émotion. C'est pas une mort naturelle, c'est une évidence. Et la première question, c'est savoir comment Caroline a pu être tuée sans que personne ne se rende compte de rien. Les gendarmes de la brigade départementale de Plaine Fougère sont immédiatement appelés et arrivent quelques minutes après la découverte du corps de Caroline Dickinson. Ils sont accompagnés d'un médecin chargé de faire les premières constatations. Donc le médecin, lui, bien sûr, va constater l'agression et le viol de Caroline et son décès. On retrouve un bout de coton également dans le lit. On retrouve des traces d'ADN sur les cuisses de Caroline. Ce qui permettra d'avoir une empreinte génétique complète, en fait. Puis le corps sera acheminé vers Rennes, où il sera autopsié le lendemain. Les constatations qui seront faites à l'Institut médico-légal de Rennes confirment que la jeune fille a été étouffée à l'aide d'un morceau de coton. Quant au sperme retrouvé sur le corps de la victime, il est immédiatement analysé, permettant de faire une empreinte ADN de l'auteur des faits. Nous sommes en 1996 et le fichier centralisé des empreintes génétiques n'existe pas encore en France. Les enquêteurs ont un ADN, mais il ne correspond à aucune personne connue par les services de renseignement. Le jour de la macabre découverte, les parents de Caroline Dickinson, qui se trouvent en Angleterre, apprennent avec horreur le décès de leur fille. La nouvelle éclate immédiatement et toute l'Angleterre est sous le choc. Touchés dans leur chair, les habitants de Launceston, la ville natale de Caroline, lui rendent hommage sur le sol britannique. Dès le lendemain du crime, bouleversés par le drame qui s'abat sur eux, Monsieur et Madame Dickinson se rendent à l'auberge de jeunesse de Plaine Fougère, à l'endroit même où leur fille a perdu la vie.
Le 19 juillet, les parents de Caroline arrivent sur les lieux du drame. Ils sont tout de suite mis en contact avec le juge d'instruction, M. Gérard Zog, en charge de l'affaire. Ils découvrent avec stupeur les faits et sont immédiatement mis au courant des premiers éléments de l'enquête. Le père et la mère de Caroline, effondrés, souhaitent que l'assassin de leur fille soit retrouvé très rapidement. La presse anglaise, qui les accompagne, va tout faire pour que l'instruction aboutisse au plus vite. Le fait que la victime soit étrangère complique évidemment l'enquête, en particulier parce qu'elle est anglaise, parce que d'abord les médias anglais se sont emparés tout de suite de cette affaire, les médias français aussi, donc ça a créé une grosse pression sur l'enquête. Il y avait la pression du père de Caroline Dickinson, plus la volonté de l'institution judiciaire française de faire aboutir cette affaire et de montrer qu'elle pouvait le faire. C'est sous cette formidable pression que l'instruction de l'affaire Dickinson va commencer. Les gendarmes de Rennes interrogent les camarades de Caroline et les différents occupants de l'auberge de Pleine Fougère. Il faut savoir au plus vite si quelqu'un a été vu durant la nuit dans les couloirs de l'établissement. Donc on procède tout de suite aux premières constatations, on recueille les témoignages. Ces camarades n'ont rien vu, rien entendu. Donc ils n'ont rien de particulier. Il y a eu un premier portrait robot de fait, mais on se rendra vite compte qu'en fait les jeunes filles décrivent un individu qui était dans l'auberge. Qui a dormi, qui était un motard, qui avait un bandana, Voilà, donc c'est aussi la complexité de ces témoignages d'enfants. Les enquêteurs s'intéressent alors à toutes les personnes qui séjournent dans l'auberge. Toutes sont entendues et les identités sont relevées, mais rien d'alarmant ne transparaît. D'autant plus qu'un élément particulièrement gênant va retenir l'attention des gendarmes. Il s'agit du système de fonctionnement de l'auberge de jeunesse. Le soir, vous arriviez, le directeur du centre ne logeait pas sur place. Donc si vous arriviez après 19h, 20h, 21h, c'était ouvert à cette époque-là, pas de digicode, donc vous montiez en chambre, et c'était en fonction des places qui restaient. Vous pouviez demander aux gens dans la chambre s'ils acceptaient que vous dormiez là. Si c'était oui, vous pouviez très bien passer la nuit. Vous partez tôt le matin. Vous pouviez même ne pas vous enregistrer, ne pas payer. Enfin voilà, c'était un peu le système de l'époque, Une des enseignantes encadrant le groupe de Caroline Dickinson raconte aux gendarmes qu'en pleine nuit, elle a ouvert sa fenêtre car il faisait trop chaud. Elle a alors aperçu un homme de dos quittant l'auberge. Et d'après son témoignage, celui-ci est parti dans une voiture de couleur claire sur le coup des 3 heures du matin. Les enquêteurs comprennent très vite que celui qui le recherche a probablement dû s'introduire dans l'auberge au milieu de la nuit par la petite porte qui reste constamment ouverte à l'arrière de l'établissement, qu'il est monté dans les étages à la recherche de sa proie et qu'il a décidé de s'en prendre à Caroline avant de s'enfuir. Caroline Dickinson avait sa vessie vide, donc elle avait sûrement uriné récemment. Et il n'est pas impossible qu'il l'ait surveillée, qu'il l'ait repérée à cette occasion-là et qu'il ait même vu rentrer dans sa chambre. C'est pas Caroline en tant que telle qui est ciblée, mais c'est tout simplement parce qu'elle se retrouve avec un matelas au sol, qu'elle est plus facilement accessible. Il peut s'allonger sur elle, sûrement l'étouffer. Cette position, alors qu'il est à quelques centimètres des autres petites filles qui sont juste à côté et qui dorment, indique aussi que c'est quelqu'un qui est habitué à ce type d'agression. Parce qu'un homme classique a besoin de sécurité. Or lui, on sent très bien qu'il outrepasse tout ça. Et ça prouve que c'est un récidiviste dès que l'on prend connaissance de la scène de crime, en quelque sorte. L'assassin de Caroline connaît le fonctionnement de l'auberge de jeunesse. Il sait comment s'introduire par l'arrière du bâtiment en pleine nuit, qu'il n'y a aucune surveillance et que les portes des chambres restent ouvertes. Pour les enquêteurs, celui qui a commis cette atrocité est probablement quelqu'un qui connaît la région, qui a déjà fréquenté l'auberge et qui est peut-être encore là, quelque part, dans les environs. Donc on procède d'abord à une enquête de voisinage autour de l'auberge, dans le village de Pleine Fougère. C'est un petit village qui a 2500 habitants. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Les hôtels, les gîtes, les bed and breakfast, on regarde un petit peu les SDF peut-être, les gens qui ont séjourné dans la commune. Et puis tout de suite on se dit mais peut-être que c'est quelqu'un qui a approché ces jeunes filles dans le cadre de leur activité de la dernière journée ou des journées précédentes. À force d'audition, des témoins racontent aux gendarmes qu'ils ont vu un homme circuler autour de l'auberge, un SDF à l'allure bizarre. L'homme est très vite retrouvé, identifié, lors d'un contrôle dans un village voisin.
Certains affirment qu'ils l'ont vu dans pleine fougère en train de s'acheter des cigarettes et qu'il s'est probablement approché des jeunes filles. Son profil laisse penser qu'il pourrait être le violeur et l'assassin de Caroline Dickinson. Il est interpellé. Ils le contrôlent, ils vont le passer au fichier, ils vont se rendre compte que c'est un individu qui est connu pour des faits similaires. Il était dans le coin, il avait un casier judiciaire relativement chargé, il ne savait pas très bien s'expliquer, évidemment il avait le profil qui allait bien. Rapidement il va être mis en garde à vue, voilà. Donc c'est quelqu'un qui, effectivement dans le cadre de sa garde à vue, en fin de garde à vue, avouera des faits que l'on pourra rapprocher à l'agression et au viol de Caroline. Moi j'ai été très marquée par ce qu'il nous a raconté de sa garde à vue. C'était un homme qui essayait de se reconstruire, qui était effectivement pas tout à fait SDF parce qu'il avait un appartement, mais qui vivait un petit peu en marge de la société, qui avait un passé qui lui pesait. Il y a eu un moment où il a abandonné. Et effectivement, les digues peuvent céder et vous avouez, vous finissez par avouer n'importe quoi. Au bout de 48 heures, vous n'avez pas dormi, vous n'avez pas mangé, et puis finalement on vous maltraite parce que c'était un crime odieux, c'était un crime terrible et on l'a, je pense, traité à la hauteur de ce crime et du stress qu'avaient les enquêteurs eux-mêmes. Le prélèvement sera fait, le prélèvement sanguin, bien évidemment, et on attendra ces 10 ou 11 jours pour avoir la comparaison avec l'ADN de question. Sous la pression médiatique, le juge Gérard Zog présente l'assassin de Caroline et celui-ci est passé aux aveux. Pour autant, les aveux en question de cet homme sont pour le moins flous et incohérents. Les gendarmes qui l'ont entendu sont assez perplexes face à la précipitation du juge. Malgré cela, le 23 juillet 1996, le juge Zog annonce, lors d'une conférence de presse, l'arrestation officielle du violeur et assassin de Caroline Dickinson. Afin de dissiper les doutes, une prise de sang et un test ADN ont été faits sur le suspect. Ce n'est plus qu'une question de temps. Les parents de Caroline sont soulagés. La presse et les télévisions anglaises en font leur gros titre. 12 jours plus tard, les tests génétiques rendent leur verdict. L'ADN du suspect ne correspond pas à celui de l'assassin de Caroline. Donc c'est un peu le coup de tonnerre, un coup de théâtre. Je pense que le juge et les enquêteurs ont été piégés par la pression probablement des Anglais, de la police anglaise, mais aussi par la pression journalistique et ont désigné de façon très claire l'auteur des faits. Un peu rapidement, ils ont été piégés par leur propre communication. Là, c'est la science qui a parlé. Sans cet ADN, il avait le profil, il était proche des lieux, il avait déjà commis ce genre de choses. Bon, voilà. Avant les enquêtes ADN, peut-être qu'il serait passé aux assises, peut-être qu'aux assises on aurait dit, ben voyez, il dit que c'est pas lui, mais regardez, il a un passé d'agression sexuelle, etc. Tout montre que c'est lui, il était là la veille, des gens l'ont vu, l'ont reconnu, et peut-être aurait-il été condamné. Les parents de Caroline, qui pensaient que l'assassin de leur fille avait été identifié, sont encore plus désespérés. Ils perdent toute confiance en la justice française. Ils souhaitent que l'on retrouve vite le coupable et ils se rendent en France pour lancer des appels au public via la presse et la télévision. Très rapidement, le papa et la maman vont prendre un avocat, maître Hervé Rousseau-Leboeuf. Ils vont réclamer, à voir le magistrat à plusieurs reprises. Ils vont se trouver un peu délaissés. Ils vont dire qu'ils ne comprennent pas la procédure française, que chez eux, ça ne se passe pas comme ça, qu'on les reçoit beaucoup plus. Finalement, via les médias, ses parents communiquent et communiquent sur l'échec de la justice française. Donc je pense que c'est plus cet échec-là qui justifie qu'à un moment donné, on passe au niveau supérieur et on mette des moyens différents. John Dickinson demande alors qu'une procédure d'enquête exceptionnelle soit diligentée par le juge d'instruction. Il voudrait que l'on prélève l'ADN de tous les hommes de pleine fougère. Le juge Zog, en charge de l'affaire, répond défavorablement à sa demande, persuadé que l'assassin est sans doute quelqu'un qui était de passage et qu'une telle opération ne servirait sans doute à rien. Conformément au code de procédure pénale, l'avocat de la famille Dickinson va alors présenter sa requête devant la cour d'appel. Le juge Zog est alors dessaisi de l'affaire et c'est le juge Renaud Van Riebeeck qui hérite du dossier. Quand je récupère le dossier, il a fallu que les mentalités évoluent et qu'on se dise
C'est pas un coupable parce qu'il a avoué au bout de 48 heures de garde à vue. C'est une approche consistant à dire on a de l'ADN qui peut nous permettre d'identifier à 100% l'auteur dès lors qu'on va le trouver. On passe d'une enquête à l'ancienne, un peu instinctive, à une enquête totalement scientifique. La dimension psychologique, elle est fondamentale dans la conduite des enquêtes comme celle-là. Parce que quand vous n'avez pas l'auteur, on a son ADN. C'est l'ADN de qui ? Il y a 65 millions de personnes en France. Une fois que vous avez dit ça, qu'est-ce que vous faites ? Il va falloir étudier la psychologie de l'auteur. Et comment vous allez étudier la psychologie de quelqu'un que vous ne connaissez pas ? Vous allez faire une enquête, vous allez regarder qu'est-ce qu'il a fait, comment, etc. Vous allez essayer de tirer le maximum des éléments de l'enquête que vous avez. Et à partir de là, on va, ce qu'on appelle profiler. Ça veut dire cibler une catégorie de personnes. Il reprend tout à zéro. Ce qui va changer aussi beaucoup, c'est qu'il va recevoir à plusieurs reprises la famille Dickinson, leur avocat. Le juge Van Ruynbeck décide alors de répondre favorablement à la demande de la famille Dickinson. En 1997, pour la première fois en France, un prélèvement de masse va être effectué sur la population masculine de Plaine Fougère. Il a voulu que l'on prépare rapidement cette opération de prélèvement de masse. Il nous a expliqué comment il concevait les choses. Donc c'était à nous après de le monter techniquement et pratiquement, à faire venir les différents laboratoires interrégionaux de police scientifique, de la police nationale. Donc ce que va faire Van Ruynbeck, c'est qu'il va d'abord faire des prélèvements génétiques à toutes les personnes, hommes, qui étaient présentes dans l'auberge de jeunesse cette nuit-là, puis ensuite à tous les hommes du village de Plaine Fougère. Ça va permettre quand même d'éliminer un certain nombre de suspects, parce que cette démarche va durer pendant quasiment un an. Il avait fait lui-même un courrier pour informer les personnes concernées de la nature du prélèvement, que cet ADN ne serait bien évidemment pas conservé, détruit à l'issue. Le plus dur était la pédagogie, c'est-à-dire dire à une population complète, on ne sait pas qui on cherche, mais on cherche quand même un violeur et un tueur. Beaucoup se sont laissés naturellement convaincre en disant quand même on va y gagner du temps, mon honneur va être lavé, vaut mieux être sorti en disant voilà, c'est pas moi. L'espoir, c'était qu'il puisse avoir éventuellement l'auteur, mais surtout l'ADN, c'est extrêmement intéressant parce que ça permet de disculper et d'éliminer beaucoup de gens de l'enquête. Ça ne va pas vraiment donner de résultat finalement. Ça va permettre aux enquêteurs d'entendre d'autres témoins et d'avoir des témoignages complémentaires. Ça va permettre de s'intéresser à certaines personnes qui vont rechigner pour les tests, mais en réalité, si ça permet d'innocenter quelques suspects, ça ne permet pas de résoudre le dossier. Alors que les prélèvements ADN continuent, un incroyable rebondissement va relancer l'enquête dans une nouvelle direction. C'est une jeune Anglaise, Kate, âgée de 14 ans, qui se présente un an après les faits aux enquêteurs britanniques avec ses parents. Elle a des révélations à faire au sujet de l'affaire Dickinson. Les enquêteurs qui sont là-bas en Angleterre apprennent par un témoignage de jeunes filles et de familles de jeunes filles qui sont également en voyage scolaire à Saint-Lunaire, à 40 km de Plaine Fougère, dans une auberge de jeunesse également, qui s'appelle le CIS Les Horizons, qu'une agression similaire s'est passée la même nuit. L'auteur est rentré dans une chambre, a essayé de bâillonner, de maintenir une jeune fille. Il va lui enlever son slip qui sera retrouvé en boule au milieu de la pièce. Elle-même, elle a eu beaucoup de mal à reprendre sa respiration parce qu'elle ne doit sa survie simplement qu'à une de ses camarades qui a allumé la lumière et qui a fait mettre en fuite l'auteur. Elles ne l'ont pas reconnu, elles ne le connaissaient pas. Il est parti tout à fait discrètement, sans claquer les portes, sans courir. Donc ce fait n'est pas porté à la connaissance de la justice française au moment où ils sont dans leur voyage d'études, parce que, voilà, pour plein de raisons. La jeune fille finira sa nuit avec une de ses professeurs, qui va lui dire, écoute, hélas, tu as subi ce début d'agression, mais elle n'a pas été violée. Ils vont demander à ce qu'elle ne dise rien, d'ailleurs, en rentrant, ni sur place, ni en rentrant avec ses parents. Cette jeune fille, par contre, en rentrant en Angleterre, elle apprend, elle, que Caroline Dickinson est décédée, et que c'était la même nuit. Et pour elle, ça lui semble être le même type d'agression. Donc là, par contre, elle n'en reste pas là, elle prévient sa maman, et en lui disant, mais moi j'ai subi la même chose. Et il y avait tout lieu de penser qu'il y avait une grande probabilité que ce soit le même, qu'il soit parti de Saint-Lunaire où il avait raté son coup pour Plaine Fougère. Quand on projette d'agresser quelqu'un et que l'agression échoue, on en ressent une certaine frustration. Il était vraiment en recherche d'une victime. Ce que ça nous prouve vraiment, c'est qu'il était déterminé. Et ça renforçait cette hypothèse d'agresseur de jeunes filles dans les auberges de jeunesse, récidiviste et habitué à la chose.
Grâce au témoignage stupéfiant de l'adolescente anglaise, les deux affaires sont reliées rapidement. L'agresseur de Kate pourrait bien être l'assassin de Caroline. À l'époque, ces faits avaient été rapportés à la gendarmerie, mais les enseignants qui encadraient le groupe de jeunes filles à Saint-Lunaire n'avaient pas jugé utile de porter plainte. L'affaire n'a pas été suivie, et encore moins rapprochée de celle de Caroline. Néanmoins, les gendarmes qui s'étaient rendus sur les lieux avaient retrouvé du coton laissé par l'auteur des faits. Et après le témoignage de Kate, ce coton est comparé à celui retrouvé dans la chambre de Caroline, et il s'agit bien du même. En étudiant l'agression de Saint-Lunaire, le juge Van Ruymbeke en conclut qu'il ne s'agit pas là d'un cas isolé. Pour lui, les deux dossiers fusionnent et il s'intéresse de près à la piste d'un individu récidiviste qui tourne autour des auberges. Et là, on va faire rentrer un certain nombre de critères. Critères auberge de jeunesse, est-ce qu'il tournait autour des auberges de jeunesse? Critères antécédents, est-ce qu'il est connu pour mœurs? Bon, et à partir de là, j'avais 15 gendarmes qui ont travaillé sur des listings, sur des fichiers, pour essayer d'en sortir un certain nombre de noms. Je crois qu'on a testé au total 3000 personnes. Le déclenchement, c'est ce qui va nous amener le résultat, c'est que tout de suite, lui, il va nous dire « Je ne veux pas que vous vous concentriez, que vous ne restiez que sur la Bretagne. Je veux être au courant de tout ce qui s'est passé en France sur les 5 dernières années, dans tous les centres qui ont accueilli des jeunes, mais pas uniquement des étrangères. Lui, il s'est dit, moi je veux copie de toutes les procédures et de tous les faits recensés, même les mains courantes. Alors, les colonies de vacances, les centres aérés, les campings, l'exhibitionnisme, le vol de petites culottes, le fétichisme, les tentatives d'agression, sur toute la France. Donc on va reprendre un à un toutes les archives de la justice, toutes les personnes condamnées, etc. C'est un entonnoir. Au fur et à mesure qu'on teste les gens qu'on a repérés, suivant différents critères, il n'en reste plus beaucoup à l'arrivée. Voilà. Et alors, si le filet est bien tendu, normalement il est dedans. Et moi, mon angoisse, ça a toujours été qu'il soit en dehors du filet. C'est-à-dire que, bon, on ne pouvait pas tester 30 millions de personnes, on a sélectionné, j'espère qu'on n'est pas passé à côté. Les méthodes novatrices du juge Van Ruymbeke, inspirées de Scotland Yard, vont finir par payer. Parmi les 3000 individus recensés comme étant potentiellement suspects, un homme va retenir l'attention des enquêteurs. Sur nos 3000 là qu'on avait, il en restait peut-être 100, 150, mais le seul qui était vraiment intéressant, c'était Arcé Montès. Et c'est là qu'il se rendra compte qu'il y aura 2 faits qui sont particulièrement à rapprocher, et dans la région de Tours, sur une auberge de jeunesse, où il y avait encore des groupes d'anglaises, et par un individu qui s'introduit, qui va caresser le dos de certaines, qui va proposer d'aider à porter les bagages, il va être mis en fuite la première année par le directeur et par les enseignants, qui trouvent son comportement curieux. Il dit ne pas parler français, il a une voiture immatriculée en Hollande, et il se dit espagnol. Donc ils vont le mettre en fuite la première année, ils vont lui dire de s'en aller. Et puis, 1 an ou 2 ans après, bien sûr, c'est pas le même groupe d'anglaises, mais le directeur est le même. Et cet individu revient. Et donc là, ils vont appeler le magistrat de permanence, qui va ordonner aux gendarmes de lui faire une petite audition, de lui prendre ses empreintes digitales pour vérifier son identité, de le prendre en photo. On a donc une identité qui sort, donc Francisco, c'est son prénom, Arcé Montès, c'est son nom. Il n'y a pas de plainte, il n'y a pas de fait particulier, si ce n'est cette intrusion, si ce n'est ce comportement qui n'est pas normal avec des jeunes filles. On lui dit de continuer sa route. Francisco Arcé Montès, voici un homme au profil qui semble en tout point correspondre à l'homme que tout le monde recherche. Ses origines espagnoles et l'immatriculation de son véhicule en Hollande font penser que cet homme est un voyageur et qu'il n'est probablement plus sur le territoire français. Le juge Van Ruymbeke va devoir alors se fier au service de la police internationale, Interpol. Lorsque nous avons identifié parmi beaucoup d'autres Arcé Montès, parce que c'est pas un suspect numéro 1, c'est quelqu'un qui a un profil qui peut nous permettre de penser que. Réponse d'Interpol, c'était du genre inconnu au bataillon.
Quand on connaît le profil de l'individu et quand on a appris par la suite qu'il avait été poursuivi pour viol à la même époque en Espagne, il y a quand même de quoi se poser des questions sur l'efficacité d'Interpol. Les Espagnols le recherchaient, mais ils ne l'ont pas dit. Également les Allemands, qui avaient des faits aussi assez graves contre lui, mais qui n'ont rien dit non plus parce qu'ils attendaient qu'il revienne en Allemagne pour mettre à exécution un mandat. Donc on le diffuse sur le plan international en espérant qu'il se fasse contrôler un jour. C'est ce que j'appelle un international, c'était la pire des hypothèses, donc c'était une affaire très difficile. Le filet est tendu, après il faut trouver les personnes, ça c'est le travail des policiers, des gendarmes, de les trouver, de les prélever et ensuite d'analyser. Cela va faire maintenant 5 années que l'assassin de la petite Caroline Dickinson court toujours sans qu'aucune police n'ait réussi à l'appréhender. Le juge Van Ruymbeke est alors muté à Paris et c'est le juge Debon, également magistrat à la cour d'appel, qui reprend l'enquête. À ce moment-là de l'instruction, il hérite d'une liste resserrée d'une 60aine de suspects activement recherchés et à la tête de cette liste figure un nom qui retient particulièrement l'attention de tous les enquêteurs. Francisco Arce Montes. Renaud Van Ruymbeke, avant son départ, et Francis Debon s'accordent afin que les prélèvements ADN continuent. Ensemble, ils renforcent la collaboration avec les Britanniques. Il nous a dit qu'il fallait qu'on continue notre travail de fourmi et qu'on y arriverait et qu'il avait confiance. Donc il va partir et puis son remplaçant qui était quelqu'un de très très bien également, monsieur Francis Debon, qui lui va nous soutenir également, va nous aider, il sera sur le même état d'esprit. Lui-même va recevoir plusieurs demandes de la famille et de la police anglaise qui a bien suivi ce dossier depuis le départ et qui lui demande de venir en Angleterre se présenter, expliquer où en est l'enquête. Alors il a au tout début, il le dit lui-même d'ailleurs, un peu de réticence parce que il vient juste de le prendre, ce dossier. En avril 2001, le juge Francis Debon accepte l'invitation des Anglais et se rend en Grande-Bretagne pour exposer les avancées de l'affaire. Une conférence de presse est organisée sur place où de nombreux journalistes sont présents. Le juge Debon l'ignore, mais cet événement auquel il va participer va donner lieu à un formidable coup de théâtre. Monsieur Debon donc présente l'enquête avec les hypothèses qui restent. Au fond de la salle, une petite journaliste là, va faire un article dans le Sunday Times. Et le juge Debon accepte de donner une interview au Sunday Times. Il va lâcher quelques noms, en tout cas des profils de suspects. Et donc dans cette interview, il donne un nom en particulier, qui est celui d'un Espagnol qui s'appelle Francisco Arce Montes, notamment parce qu'on ne sait pas où il est. Elle va faire son article dans le Sunday Times et elle va dire que les policiers français continuent à travailler, que l'enquête n'est pas entérinée et qu'ils recherchent des individus dont Arce Montes Francisco. Le Sunday Times paraît. Il y a à ce moment-là à Londres un officier du service d'immigration américain qui est en vacances, Tommy Onko, et qui est en vacances en Angleterre, qui prend l'avion pour rentrer chez lui aux États-Unis. Dans l'avion, il prend le Times et il lit l'article. En lisant l'article, il s'arrête sur le nom d'Arce Montes et il se dit « mais ce nom me dit quelque chose ». Il rentre chez lui aux États-Unis, il va à son bureau et il consulte les fichiers des services d'immigration américains et des services de police américains. Et il va se rendre compte que l'individu a été interpellé suite à 2 intrusions dans une auberge de jeunesse à Miami. Il y avait des Irlandaises dans cette auberge et pour des agressions similaires. Il va donc prévenir la police anglaise pour leur dire l'individu que vous cherchez là dans votre article, il est chez nous, il est en détention. Donc ensuite les choses vont aller très très vite. Donc Tommy Onko évidemment prévient ses supérieurs, qui appellent les autorités anglaises, qui appellent les autorités françaises. Et puis on enverra des enquêteurs sur place très rapidement, qui vont faire un prélèvement, qui sera ramené en France, qui sera contrôlé et le résultat sera positif. Cet incroyable coup de théâtre va mettre fin à une traque qui aura duré 5 longues années. Le travail de fourmi diligenté par le juge Renaud Van Ruymbeke aura permis d'identifier Francisco Arce Montes et l'interview donnée ensuite au Sunday Times par le juge Francis Debon permettra de le localiser dans une prison de Miami. Francisco Arce Montes, l'homme le plus recherché par les services de police internationaux, a été pris en flagrant délit d'agression sexuelle sur une collégienne irlandaise dans un motel où la jeune fille se trouvait avec toute sa classe. En attente de son jugement, il doit purger une peine aux États-Unis.
afin de le remettre aux autorités françaises. La justice américaine décide de le libérer sous caution. À sa sortie du tribunal, il est attendu par le FBI qui lui présente un mandat d'arrêt international établi contre lui et il est alors extradé par avion vers la France. Une fois arrivé en France, à l'été 2001, il va être jugé en 2004, donc pendant 3 ans, il va quasiment rien dire au juge d'instruction, qui va le recevoir plusieurs fois. Il est passé aux aveux une fois chez le juge, sans rentrer dans les détails et surtout sans répondre à la question essentielle, qui est de savoir s'il a volontairement tué Caroline. Dans ses aveux, Francisco Arce Montes va alors raconter cette soirée de l'été 1996 au juge Francis Debon. Oui, il s'est bien rendu à l'auberge de jeunesse de Saint-Lunaire, où il a tenté de violer la jeune Kate. Surpris par les camarades de la jeune Anglaise, il s'est enfui et a roulé pendant 40 km pour arriver à l'auberge de Pleine Fougère. Là, il s'introduit dans l'établissement par la petite porte qui reste toujours ouverte. Après plusieurs tentatives à la recherche d'une proie, il repère Caroline qui s'est rendue aux toilettes. La jeune fille rejoint la chambre numéro 4. Il la suit, l'étouffe avec un coton pour la violer. Lorsqu'il part, il affirme que Caroline est encore vivante et que jamais il n'a envisagé de la tuer. C'est quelqu'un qui a un vrai problème avec le sexe et qui a un vrai pervers sexuel. Et donc tout l'enjeu du procès pour Arce Montes, ça va être de démontrer qu'il n'a pas voulu tuer volontairement Caroline. On sait que dans l'affaire Dickinson, il y a eu une tentative d'agression dans une autre maison d'auberge. Il était donc parti dans l'idée d'agresser. Et en cela, il y a déjà une préméditation, au moins de l'agression sexuelle, de l'agression de jeune fille. S'il était armé ou s'il avait les moyens, en tous les cas, d'endormir une victime et de l'immobiliser, il était déjà dans une forme de préméditation. Le procès de Francisco Arce Montes a lieu en juin 2004 devant la Cour de justice de Rennes, 8 ans après la mort de Caroline. Après 4 heures de délibéré, Francisco Arce Montes est condamné par les jurés à 30 ans de réclusion criminelle, assorti d'une peine de 20 ans pour viol et meurtre sur mineur de moins de 15 ans. Il écopera exactement de la même peine lors de son procès en appel. L'affaire Dickinson restera dans les annales judiciaires comme étant un tournant dans la manière de mener les enquêtes sur le territoire français. Certains parlent d'une révolution qui permettra de placer la science au cœur des investigations. L'affaire Dickinson a été un déclencheur dans cette prise de conscience de l'importance de l'ADN. On bascule petit à petit d'un système de preuve par l'aveu, avec les gardes à vue, les aveux, vers un système scientifique. 8 ans d'enquête et une coopération internationale auront été nécessaires pour identifier, extrader, juger et condamner Francisco Arce Montes, violeur et assassin de Caroline Dickinson. Et il est possible que sans la détermination ni la vigilance de Tommy Onko, un agent américain du service d'immigration, le prédateur serait parvenu à passer à travers les mailles du filet. Cette émission exceptionnelle des Enquêtes Impossibles est maintenant terminée. Je vous remercie d'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver prochainement sur NT1 pour une nouvelle soirée des Enquêtes Impossibles.